Il y a 4 ans, un ami m'a donné des rhizomes étranges. Il m'a dit de les planter, et comme je ne savais pas vraiment ce que c'était, je les ai mis dans un coin du jardin que je n'utilisais pour rien. C'était un endroit avec un sol ordinaire, sans engrais et sans soins particuliers. Je les ai plantés et je les ai complètement oubliés. Je les ai littéralement oubliés. Je ne les ai jamais arrosés, sauf avec la pluie. Je n'ai ajouté ni compost, ni engrais, ni quoi que ce soit. Les mois ont passé. L'automne est arrivé, et alors je m'en suis souvenu. Je suis allé voir ce qui s'était passé, et j'ai trouvé des plantes énormes, de presque 2 mètres de haut. Je les ai déterrées avec précaution, et en dessous j'ai trouvé de grosses racines de la taille d'une patate douce environ. Je les ai lavées, je les ai goûtées, et j'ai été stupéfait. Elles avaient un goût de pomme avec du miel, sucré, juteux et croquant. À ce moment-là, j'ai compris pourquoi cette plante devrait se trouver dans beaucoup plus de jardins. Elle s'appelle Yacon, et c'est probablement la plante la plus facile que j'ai jamais cultivée de ma vie. Ce qui est curieux, c'est que le yacon est l'une de ces plantes que presque personne ne connaît en dehors des Andes. Au Pérou et en Bolivie, on en mange depuis des siècles, mais dans une grande partie de l'Amérique latine, c'est encore une culture peu connue. Et honnêtement, cela n'a aucun sens, parce qu'il offre exactement ce que presque tous nous recherchons. Il produit beaucoup de nourriture avec très peu d'efforts, presque pas de ravageurs, presque pas de maladies, et pas besoin d'arrosage intensif. On le plante une fois, et ensuite il semble prendre soin de lui-même. Laissez-moi vous expliquer clairement ce qu'est le yacon. Son nom scientifique est Smalanthus sonchifolius. Il appartient à la famille des Astéracées, c'est donc un parent éloigné du tournesol et de l'artichaut. Il vient des Andes, de zones qui se situent approximativement entre 1000 et 3000 mètres d'altitude, avec un climat doux, des nuits fraîches et des journées ensoleillées. C'est pourquoi il s'adapte très bien dans de nombreux endroits où il n'y a pas d'hivers extrêmes. Ce que l'on mange, ce sont ses racines tubéreuses. Mais voici un détail important. La plante produit 2 types de racines. Il y a les racines de réserve, qui sont les grosses qui ressemblent à des patates douces, et il y a les rhizomes, qui sont les parties utilisées pour multiplier la plante. Beaucoup de gens confondent les unes avec les autres et finissent par manger les rhizomes. C'est une erreur, les rhizomes ont mauvais goût, ils sont fibreux, durs et pas du tout agréables. Les racines de réserve, en revanche, sont celles qui ont cette saveur sucrée et rafraîchissante. C'est ce qui m'est arrivé la première fois. J'ai tout arraché, tout lavé, et j'ai goûté un horrible rhizome. J'ai failli penser qu'on m'avait donné une plante inutile. Puis j'ai vu un agriculteur péruvien expliquer que les racines comestibles étaient différentes. Les grosses qui pendent vers le bas, ce sont les bonnes. Maintenant, parlons de pourquoi cela devrait vous intéresser. Premièrement, à cause de la saveur. C'est sucré, assez sucré, mais d'une manière différente. Cela n'a pas le goût du sucre de table. C'est comme croquer dans un mélange de pommes, de poires et une touche très douce de melon. Et c'est aussi croquant, très croquant. J'aime le manger cru, pelé et coupé en bâtonnets, comme des bâtonnets de carottes, mais sucrés. Mes enfants en mangent comme si c'était des bonbons. Ce qui est intéressant, c'est que cette douceur ne provient pas du sucre ordinaire. Elle provient de composés appelés fructo-oligosaccharides, ou FOS. Ce sont des chaînes de fructose que le corps ne digère pas de la même manière que le sucre normal. Ils atteignent le gros intestin, et là ils nourrissent les bactéries bénéfiques. En d'autres termes, le yacon agit comme un prébiotique naturel. C'est l'une des raisons pour lesquelles le yacon a suscité tant d'intérêt. Ce n'est pas seulement un tubercule agréable à manger, il a aussi un profil nutritionnel très particulier. Il existe des recherches sérieuses, notamment au Pérou et au Japon, qui ont étudié son effet sur le microbiote intestinal, le métabolisme du glucose et l'alimentation des personnes atteintes de diabète de type 2. Je ne dis pas que c'est un remède miracle, parce que ce n'en est pas un. Mais c'est un aliment aux propriétés très intéressantes, surtout pour les personnes qui cherchent quelque chose de sucré, qui n'a pas le même impact que d'autres produits sucrés. Il a aussi très peu de calories utilisables. Une racine pesant environ 200 grammes peut fournir environ 60 calories, tandis que la même quantité de patates douces en fournit beaucoup plus. Et malgré tout, le yacon a quand même un goût sucré. C'est pourquoi quand on le goûte, on a presque l'impression de tricher. C'est bon, ça rassasie, ça rafraîchit, et en même temps c'est léger. Mais ce qui a véritablement changé ma façon de voir cette plante, ce n'était pas seulement sa saveur ou sa valeur nutritionnelle, mais la facilité avec laquelle on la cultive.
Honnêtement, si vous avez déjà cultivé des pommes de terre, c'est beaucoup plus facile. Les pommes de terre demandent de l'attention à cause des ravageurs, des champignons et de l'excès d'humidité. Le yacon, en comparaison, est une plante très reconnaissante. Je l'ai plantée, je l'ai laissée tranquille pendant des mois, et j'ai obtenu une récolte proche de 15 kilos dans un très petit espace. Et tout cela sans y consacrer presque aucun temps. Une plante que l'on plante et que l'on oublie, et à la fin du cycle, elle rend de la nourriture en abondance. Pour un jardin familial, cela vaut beaucoup. Laissez-moi vous expliquer comment on la plante. Ce dont vous avez besoin, ce sont les rhizomes, les parties qui ne se mangent pas. Ils ressemblent un peu à du gingembre. Ils sont noueux, compacts et ont des bourgeons visibles. Ces bourgeons produisent les pousses. On les plante au printemps une fois qu'il n'y a plus de risque de gel. On creuse un trou d'environ 20 cm de profondeur, on place le rhizome, on le recouvre de terre et c'est tout. Si le sol est raisonnablement bon, il n'est pas nécessaire de trop fertiliser. Si le sol est pauvre, on peut ajouter un peu de compost mûr, mais sans en faire trop. Trop d'azote fait que la plante produit trop de feuilles et moins de racines. Ici, l'équilibre vaut mieux que l'excès. L'espacement est important cependant. Laissez au moins 1 mètre entre les plantes. Je préfère 1,5 m parce que le yacon pousse beaucoup. Il peut facilement atteindre entre 1,80 m et 2 m de haut. Il a de grandes feuilles vertes et attrayantes. Il ressemble même à une plante ornementale. Si vous voulez un écran de verdure dans le jardin, le yacon fonctionne aussi pour cela, avec l'avantage qu'à la fin, on peut le manger. Pendant l'été, il n'a pas besoin de trop d'eau. Il tolère bien une sécheresse modérée. Bien sûr, s'il fait extrêmement chaud et que vous voyez la plante commencer à décliner, c'est une bonne idée de l'arroser. Mais comparé aux tomates, aux concombres ou aux courges, sa consommation d'eau est bien inférieure. Dans mon cas, un arrosage par semaine en été suffit généralement, et au printemps ou en automne, bien souvent la pluie fait le reste. En ce qui concerne les ravageurs, mon expérience a été excellente. Presque rien ne l'attaque. Une fois, j'ai vu un peu d'activité de pucerons sur les feuilles tendres au début de la saison, mais cela a disparu tout seul. Je n'ai appliqué ni savon potassique, ni insecticide, ni remède maison. C'est simplement parti. Peut-être que des coccinelles ou un prédateur naturel sont arrivés. Le fait est que je n'ai jamais eu à traiter le yacon avec quoi que ce soit. Ni produits chimiques, ni traitement biologique, rien. Quand l'automne arrive, la plante commence à changer. Les feuilles jaunissent, se dessèchent et c'est normal. À ce moment-là, la plante envoie de l'énergie vers les racines. Idéalement, il faut attendre la première gelée légère, si cela se produit dans votre région, ou jusqu'à ce que la partie aérienne soit complètement flétrie. C'est à ce moment-là qu'il est préférable de récolter. D'abord, coupez les tiges au niveau du sol. Ensuite, ameublissez la terre avec précaution parce que les racines se cassent facilement. Je préfère utiliser une fourche bêche plutôt qu'une pelle. J'ameublis la terre autour de la plante jusqu'à ce qu'elle sorte entière, et alors les deux parties apparaissent, les rhizomes attachés à la base de la tige et les racines tubéreuses qui pendent en dessous. Les rhizomes sont mis de côté pour être replantés, et les racines sont conservées pour être mangées. Ce moment de la récolte est toujours impressionnant, parce que la plante rend bien plus que ce que l'on imagine. Il y a un autre détail important. Beaucoup de gens recommandent de laisser les racines pendant 1 ou 2 jours au soleil ou dans un endroit aéré pour qu'elles deviennent plus sucrées. Avec le repos, une partie de leur composé se transforme et la saveur devient encore plus agréable. D'habitude, je les laisse quelques jours dans une caisse en bois dans un endroit bien ventilé, puis je les déplace dans un endroit frais et sombre. Cela dit, j'ai appris quelque chose à mes dépens. Ce n'est pas une bonne idée de toutes les laver juste après la récolte si vous prévoyez de les stocker. Si vous les stockez humides, elles peuvent pourrir. La première année, j'ai fait cette erreur. J'ai lavé toute la récolte, je l'ai rangée propre dans des caisses, et peu de temps après, j'en avais perdu une bonne partie. Maintenant, je les stocke avec un peu de terre encore dessus, et je ne les lave qu'avant de les manger. Depuis, je n'ai presque plus eu de pertes. Les rhizomes doivent aussi être stockés correctement. Je les conserve dans un substrat à peine humide, comme de la tourbe ou de la sciure, dans un endroit frais, mais sans gel. De cette façon, ils restent en bon état jusqu'au printemps suivant. Et c'est important parce qu'une seule plante peut produire beaucoup de rhizomes. Parfois, une plante en produit entre 10 et 20. Cela signifie qu'une année, vous en plantez une, et l'année suivante, vous pouvez en avoir beaucoup plus. Et en peu de temps, vous vous retrouvez avec plus de yacon que votre famille ne peut en consommer. En parlant de rendement,
Une plante bien cultivée peut produire entre 5 et 10 kg de racines comestibles. Tout dépend du sol, de l'eau et du climat. Dans mon cas, la moyenne est d'environ 7 kg par plante. Avec seulement quelques plantes, une famille peut avoir assez de production pour plusieurs mois. Et comment le mange-t-on ? Pour moi, la meilleure façon est crue. On le pèle, on le coupe en bâtonnets, et si on veut, on le place dans de l'eau avec quelques gouttes de citron pour l'empêcher de s'oxyder, parce qu'il noircit rapidement, tout comme une pomme. De cette façon, c'est parfait comme encas ou comme élément d'une salade. Il se marie très bien avec la betterave, les noix et le fromage de chèvre. Ce mélange a quelque chose de spécial. La douceur fraîche du yacon, la note terreuse de la betterave et la touche salée du fromage forment une combinaison délicieuse. On peut aussi le cuisiner. Il fonctionne bien sauté avec d'autres légumes ou rôti au four avec un peu d'huile et de romarin. Cependant, il y a une différence importante ici. Quand il est cuit, une partie des fructo-oligosaccharides se transforme, donc il perd une partie de cet effet prébiotique dont nous parlions. C'est toujours savoureux, bien sûr, mais si vous êtes particulièrement intéressé par son profil nutritionnel, la meilleure façon est de le manger cru. Si ce qui vous importe est simplement de profiter de la saveur, vous pouvez le préparer comme vous le souhaitez. On peut aussi en faire du sirop. Dans les Andes, il existe une tradition de faire bouillir les racines, d'en extraire le liquide et de le réduire jusqu'à obtenir un édulcorant épais, semblable à un miel léger. J'ai essayé une fois. C'est intéressant, mais cela prend du temps. Personnellement, je préfère manger le yacon frais et m'épargner tout ce travail. Une autre option est d'en faire du jus. On mixe les racines crues et le résultat est une boisson sucrée, légère et rafraîchissante. J'aime le mélanger avec de la pomme et de la carotte. Le résultat est très bon et je sais aussi que j'offre quelque chose de naturel, sans sucre ajouté. Cela dit, il y a un avertissement important. Si vous n'avez jamais mangé de yacon, il vaut mieux commencer par une petite quantité, parce qu'il contient beaucoup de fructo-oligosaccharides, il peut provoquer des gaz ou des ballonnements si votre intestin n'y est pas habitué. Le mieux est d'essayer d'abord une petite portion, environ 50 grammes, puis d'augmenter petit à petit. La première fois, j'étais tellement enthousiaste par le goût que j'en ai trop mangé. J'ai retenu la leçon le soir même. Et voici la grande question. Si c'est si bien, pourquoi presque personne ne le cultive ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première est le manque de notoriété. En dehors des régions andines, beaucoup de gens ne savent tout simplement pas ce que c'est. Si le public ne le connaît pas, il ne le demande pas. Et s'il ne le demande pas, presque personne ne le produit à grande échelle. La deuxième raison est que les racines sont délicates. Elles s'abîment facilement pendant le transport. Ce ne sont pas comme les pommes de terre qui supportent beaucoup mieux les déplacements commerciaux. Le yacon nécessite plus de soins et cela complique la distribution. La troisième raison est qu'il ne se conserve pas aussi longtemps que d'autres tubercules. Il peut durer plusieurs mois, oui, mais pas aussi longtemps ni aussi facilement qu'une pomme de terre bien stockée. Pour une grande chaîne commerciale, c'est un inconvénient. Mais pour un jardin familial, cela importe très peu. On le récolte, on le stocke chez soi et on le consomme petit à petit. Pour l'autoconsommation, c'est presque parfait. C'est pourquoi je le vois comme une plante idéale pour quiconque veut tirer davantage de son jardin sans se compliquer la vie. Il prend peu de place par rapport à ce qu'il produit. Il demande peu d'entretien et il donne un type de nourriture différent. Quelque chose qui n'est généralement pas facile à trouver sur les marchés. Et pour moi, c'est l'une des plus grandes valeurs de cultiver chez soi. Non seulement économiser de l'argent, mais avoir accès à des saveurs, des variétés et des expériences qui normalement ne sont pas à portée de main. Si vous avez un coin libre dans le jardin et ne savez pas quoi planter, donnez sa chance au yacon. Plantez 4 ou 5 rhizomes, laissez-les pousser et attendez l'automne. Il y a de très bonnes chances que la récolte vous surprenne. Et une dernière recommandation avant de terminer. Quand vous récoltez, gardez toujours plus de rhizomes que vous ne pensez en avoir besoin. La première année, je n'en ai gardé que quelques-uns en pensant que cela suffirait et plusieurs ont été perdus pendant le stockage. Depuis, j'en garde toujours plus que nécessaire. Ceux en trop, je les donne et honnêtement, j'aime faire cela parce que cela aide cette plante à se répandre petit à petit. Le yacon mérite d'être mieux connu. Cela n'a aucun sens qu'une plante si facile à cultiver, si productive et si agréable à manger, reste presque inconnue de tant de personnes. Si vous aimez découvrir des cultures utiles, des aliments peu communs et des façons simples de produire plus avec moins d'efforts, abonnez-vous à Botanical Vault et rejoignez-nous dans les prochaines vidéos.